suis toujours avec Frédéric Asselin. On est présentement dans la vallée Bras-du-Nord, mais là, on parle de nos autres visites qu'on a fait dans le secteur Saint-Raymond. Oui. J'aimerais ça maintenant qu'on parle sabot de la Vierge, puisqu'on a fait, qui est quand même pas mal le fun, assez agréable à rouler, qu'on peut avoir pas mal de vitesse là-dedans. Dis-moi-en un peu plus là, sur sa naissance et l'origine de cette piste-là, à saveur peut-être un peu religieuse ou pas, je sais pas. Oui, et donc le sabot de la Vierge, c'est également un des premiers sentiers qu'on a fait. On cherchait à faire une descente de haut en bas, je dirais, de calibre plus intermédiaire, un petit peu plus fluide. Donc, on a cherché, puis c'est vraiment les débuts, encore une fois, on a cherché à faire des cercles avec des berms un peu plus. Et de fil en aiguille, là, on essayait de se rappeler comment on l'a créé parce que ça a été un travail sur plusieurs années, le sabot de la Vierge. On a commencé une première section pour ceux qui empruntaient des chemins de 4 roues. Puis après ça, on l'a continué jusqu'en bas. Puis encore dernièrement, là, les équipes, l'année dernière, ont refait une finale. Oui, c'est ce qu'on a pu voir. Des sentiers, c'est vivant. Hein, tu sais, des fois, c'est le client qui nous donne des informations, des feedbacks, puis on les retravaille. Des fois, c'est l'eau qui nous fait changer. Des fois, c'est des droits de passage. Donc, ça continue à vivre, puis c'est important de s'adapter puis de bien le comprendre comme organisation. Donc, le sabot de la Vierge, c'était notre premier sentier dans le secteur Saint-Raymond de calibre intermédiaire. Qui allait un peu en haut du Mont-Laura et qui descendait donc jusqu'en bas. Le nom est venu, il y a une thématique au Mont-Laura, il y a une chapelle en haut. La chapelle a été créée il y a plusieurs dizaines d'années. Et on voulait avoir une thématique religieuse associée. Donc, il y a quelques noms qui sont associés à la religion catholique. Le sabot de la Vierge en est un. C'est pour faire un clin d'œil à cet endroit de pèlerinage-là, la petite chapelle qui est en haut du Mont-Laura. Oui, super. C'est vraiment intéressant. Puis là, je trouve ça le fun, là, tu dises qu'il y a plusieurs versions à un sentier, qu'au début, c'était pas des tests, mais presque. Là, que c'est vivant. Donc, un sentier, on ne peut jamais penser qu'il est terminé. À quelque part, il va toujours avoir... Il y a des sentiers qui sont... En fait, on est tout le temps en train de retoucher les sentiers ou des petites sections. Des fois, on retouche des grandes sections pour différentes raisons. Là. Mais tu sais, il y a des sentiers qui sont des A-line à Whistler. Ils refont à chaque année, pratiquement au complet. Il y a tellement de monde qui passe. Fait que pour ça, des fois, il faut le refaire. Des fois, c'est les accidents. Des fois, c'est comme je l'ai dit, là, la question, des fois, un ruisseau en amont, parce qu'il y a un barrage de castor, fait que le ruisseau ne passait pas là pantoute, puis que là, il est détourné, puis là, il tombe dans le sentier. Je donne des exemples gros, mais il faut comprendre qu'un sentier, on est constamment en train de les revoir. Certains plus que d'autres, évidemment. Là. Puis c'est ça, est-ce que c'est quelque chose que dans votre planification, vous allez avoir, disons, comme là, on parlait que l'équipe a rallongé le sabot de la Vierge, a fait, en tout cas, j'ai vu qu'ils ont des virages qui ont été refaits, des sections qui ont été améliorées. Il y a un endroit où ça ne croise plus maintenant. Comme là, ça a été travaillé l'année dernière, on le roule cette année. Là, est-ce que ça va aller dans un X nombre d'années? Est-ce que c'est déjà défini un peu l'espèce de cycle? On a des plans de développement, des plans d'entretien qui, eux autres, sont pensés en lien avec les commentaires des clients, comme je le disais, notre propre expérience, parce qu'on teste nos sentiers, on va les rouler. Des fois, c'est d'autres paramètres. Là. Des fois, c'est des subventions qui fait qu'on peut remettre de l'argent dans un secteur. Bon, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on retouche un sentier. Mais puis évidemment, on a des plans directeurs mais qui ne sont pas rigides parce que la nature n'est pas rigide. La nature est flexible. Il y a des changements climatiques. Ça, on le vit de plus en plus au Bras-du-Nord. On l'a vu dans le nord de Montréal dernièrement. Je veux dire, des arbres arrachés, ça va arriver. Ça arrive des fois des micro-tornades. Comme ce printemps, il y a eu beaucoup d'eau. On n'a jamais vu la rivière ici aussi haute pendant aussi longtemps. Donc, il y a des choses qui font qu'on n'a pas le choix de changer, de s'adapter. Si tu n'es pas capable d'être agile comme organisation, puis de te revirer, puis de changer tes plans tout en gardant une certaine vision, c'est là que les organisations, généralement, ils vont crasher. Fait qu'on reste à l'affût de notre plan, mais aussi des tendances, puis on adapte tout ça au cours des semaines puis des mois. Là.
Hey, bonjour! Aujourd'hui, capsule technique, là, pas nécessairement précise, peut-être un petit peu plus floue, mais surtout sur un principe qui est important à appliquer en vélo de montagne. J'ai le goût de vous parler comment bien bouger avec votre vélo. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la position à avoir, à adopter sur votre vélo, soit la position neutre où on est plus détendu, centré sur le vélo, à la barre de certains obstacles, versus la position d'attaque où on est plus accroupi, encore une fois centré sur le vélo, le poids vraiment bien équilibré, prêt à affronter les obstacles. Et bien là, moi, je veux vous parler de bouger avec son vélo, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'endormir quand on roule en sentier. Je me réveille, des racines, des roches. Il faut être prêt à y aller, donc à faire les bons mouvements, les bons gestes. Ça ne veut pas juste dire là, de s'asseoir, se relever debout. Des fois, il y a des mouvements vers l'arrière à faire, des mouvements vers l'avant, des mouvements gauche-droite, mais aussi d'autres habiletés techniques comme sauter avec son vélo, que ce soit en faisant un petit pop ou en faisant un bunny hop. Donc, deux manières de sauter. Il y a aussi des fois des cassures à franchir, donc les fameuses drops, qu'on peut y aller en mode transition où on va vraiment déposer le vélo là, dans l'atterrissage, ou à d'autres moments où c'est plus lent, on doit faire un manual, donc où on projette le corps vers l'arrière, puis on vient là, descendre dans l'obstacle et encore une fois déposer le vélo dans l'atterrissage. Donc c'est un petit peu tous ces aspects-là que j'ai le goût de regarder avec vous. Aujourd'hui, en plus, ça tombe bien, on roule dans le Sabot de la Vierge, dans les sentiers de la Vallée-Bras-du-Nord, ici dans le secteur Saint-Raymond. C'est un sentier là, qui est super rapide, qui est vraiment tout bien léché, là, qui est travaillé mécaniquement. Donc, il n'y a pas beaucoup d'obstacles dedans, c'est très rapide. Par contre, il y a plusieurs virages surélevés, il y a des bosses et à certains endroits, il y a des racines qui ont été conservées. Donc, vous voyez là toute la nécessité de régulièrement actif avec son vélo, puis prêt à répondre à tout ce qui va surgir devant vous pendant que vous descendez, dévalez la pente à vélo. Donc, c'est un petit peu ça qu'on s'en va voir. On va décortiquer certains endroits, donc les analyser plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui peut être les bonnes pistes de solution. Gardez toujours en tête que il n'y a pas seulement qu'une façon de faire, il n'y a pas une seule manière de franchir les obstacles. L'idée, c'est toujours de construire votre propre boîte à outils et de réussir à choisir le bon outil au bon moment. Et je parle bien là, du bon outil qui vous convient. C'est super, un marteau, ça sert à clouer des clous, on le sait. Il y a aussi des cloueuses pneumatiques qui peuvent vous servir à clouer des clous. Ça va plus vite, mais si on ne sait pas bien s'en servir, c'est clairement pas plus avantageux que le marteau. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment de développer votre sens critique et de réussir à choisir le bon outil, à l'appliquer au bon moment. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui en bougeant bien avec votre vélo. Hey, on arrive à un endroit intéressant, la Sabot de la Vierge. On a déjà passé plusieurs virages surélevés, quelques bosses, un petit pont. Et là, ici, on arrive à un enchaînement de 3 bosses. Donc là, c'est vraiment important d'être actif sur son vélo puis d'utiliser ces bosses-là à son avantage. Donc, on peut vraiment faire un effet de pompage avec le vélo pour gagner de la vitesse. C'est vraiment, vraiment avantageux, puis ça nous économise de l'énergie, en plus d'augmenter notre agrément. À l'inverse, ce qu'on ne veut pas voir, c'est rester assis sur la selle. Parce qu'à ce moment-là, les bosses vont avoir un effet là, de vouloir nous éjecter. Donc ça, on veut vraiment, vraiment éviter ça. On ne veut pas subir le sentier, on veut l'utiliser à notre avantage. On pourrait dire qu'un peu chaque sentier va avoir un certain objectif à quelque part parmi tout votre réseau. Celui du Sabot de la Vierge, son objectif, ça serait un peu de répondre à... à avoir un sentier de calibre intermédiaire, un peu cross-country, enduro léger, qui part d'en haut, qui descend en bas. Tu sais, c'est le sentier qui est quand même... Le secteur Saint-Raymond, on n'est pas... C'est très difficile de faire des sentiers... En fait, les gens doivent comprendre que faire des sentiers faciles, c'est des fois les sentiers les plus difficiles à faire. Ouais. Ça demande beaucoup de temps. Le niveau de pente, il ne faut pas qu'il soit trop haut.
trop élevés, pardon. Puis le hic en vélo de montagne, c'est que les sentiers ils évoluent avec les pluies, avec ci, ça. Fait que c'est difficile de garder un sentier qui est de classé facile, de le garder tout le temps facile. Ouais. Donc, dans le secteur Saint-Raymond, on a moins de... Parce que la géomorphologie des lieux, puis tout ça, c'est plus difficile d'avoir des sentiers faciles, intermédiaires, mais le Sabot de la Vierge, c'est un bon exemple d'un sentier qui est intermédiaire puis qu'on essaie de conserver intermédiaire. Okay. Je dirais même, dans certains cas, facile aussi. C'est un sentier qui est quand même facile, mais qui est classé intermédiaire pour ce qu'on a comme réseau. Mais il y a plein de monde qui ont collaboré. C'est ça qui est beau aussi de cette destination-là. Ouais, parle-moi un peu de ça, voir c'est qui. Au départ, on avait. Les architectes, là, ceux qui voient à travers la forêt. Il y a tellement de monde, là, tu sais. Je sais qu'on va parler avec Antoine un peu plus tard. C'est sûr qu'Antoine, qui est notre coordonnateur de sentier, qui est là depuis une quinzaine d'années, tu sais, il est au cœur du produit. Il en a dessiné. On a maintenant Hugo Beaumier qui est ici au niveau du vélo. On a d'autres gens dans l'équipe, je ne les nommerai pas toutes, mais à la base, tout ça est parti d'une réflexion avec le club de vélo de Saint-Raymond. Les gens avaient le goût qu'on développe le vélo de montagne. On avait déjà développé le pédestre beaucoup. Il y a eu le raid aussi. Il y a des gens qui traçaient des sentiers là-dedans, un peu illégal ou pas avec des droits de passage nécessairement. T'sais, à l'époque, le vélo, c'était un peu pas un sport de bas, mais on y allait d'en faire, on avait un peu le droit partout. C'est ça. Le club avait des droits de passage, puis après ça est venu où on a fait faire, le conseil d'administration a fait faire une étude à Gilles Morneau, qui est un peu le gourou du vélo de montagne depuis une trentaine d'années au Québec. Oui, tout à fait. Puis il a fait un plan, puis on s'est basé sur ce plan-là pour commencer quelques sentiers. On a commencé entre autres ici la Barbe à Gendron, le secteur des Sucrés un petit peu. Tu sais, après ça, la Grande Évasion, c'est la Tomahawk, tout ça, c'est tout dans les premières années. Après ça, il s'est joint toutes les entreprises qu'on a engagées, je les ai nommées tout à l'heure, que ce soit Sentier Boréal, Sentier de l'Est, où eux autres même avaient des bonnes têtes de vélo. Après ça, des gens de l'Ouest canadien. Il y a des gens qui nous ont aidés à Saint-Raymond, même aussi à trouver des endroits. Je pense à Tommy Paquette au niveau du secteur Saint-Raymond. Des gens comme Claude Renaud qui était là derrière la coop depuis le début. Mais non, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment beaucoup d'implications. C'est un travail collectif. C'est ça qui est beau. Puis c'est un travail qui continue. Puis on a encore la même passion à le développer puis à l'entretenir. C'est vraiment le fun. Merci pour ce partage-là. Ça me fait plaisir. Très intéressant d'en apprendre un peu plus sur le Sabot de la Vierge, mais aussi sur tout ce qui entoure. L'histoire de sentiers et même de la vallée Bras-du-Nord. C'est très intéressant. Hey, arrêtons-nous ici, toujours dans la Sabot de la Vierge, un autre endroit que j'aimerais qu'on analyse ensemble. Je le trouve intéressant parce que là, jusqu'à maintenant, on a vraiment beaucoup de vitesse. On sort d'un long virage légèrement surélevé. On arrive ici, puis il y a un banc de racines. Donc, ça peut être pas évident là, de savoir où passer. Le réflexe naturel va souvent être de s'enligner en ligne droite dans le sentier, là, de passer par-dessus toutes les racines. Le vélo est facilement capable de le faire, c'est pas nécessairement un problème. Mais il faut savoir que ça peut faire perdre la vitesse, puis ça peut aussi créer un déséquilibre. Donc, il y a d'autres options en gardant en tête d'être actif dans le sentier puis de bien bouger avec son vélo. Donc, si on regarde ici l'option où on éviterait toutes les racines, on pourrait tourner un petit peu plus longtemps pour venir monter ici par-dessus vers la droite des racines. Toutes les éviter, conserver notre vitesse. Puis ensuite de ça, plus loin dans le sentier, là, ça nous place vraiment en bonne position, en ligne droite pour continuer. Il y a aussi une autre option qui est possible si vous êtes vraiment agile sur votre vélo et vous avez beaucoup de vitesse. Donc ici, supposons là, que vous avez de très bonnes habiletés pour sauter, que vous arrivez avec une très grande vitesse. Vous pourriez, cette fois-ci, vous enligner en ligne droite et profiter de la racine pour faire comme un petit saut et réussir à survoler toutes les racines qui sont au sol, atterrir plus loin et de cette façon-là avoir beaucoup de plaisir et conserver votre vitesse pour la suite du sentier. Donc, à vous de choisir la meilleure option en fonction de vos habiletés, mais surtout en fonction de ce que vous êtes à l'aise de faire. Donc là, ici, on approche, il va y avoir un petit pont. Tout se roule, mais il y a une cassure au bout. Donc, juste important d'être actif, d'être éveillé pour ne pas se faire surprendre.
une autre portion de la sabot de la Vierge là, que je trouve intéressante pour mettre en pratique l'aspect de bien bouger avec son vélo et d'être actif. C'est le virage juste ici, derrière moi. Donc, virage qui commence sur la terre puis qui se termine sur une roche, mais pas n'importe quelle roche parce que si vous remarquez, la roche est légèrement en dévers vers l'extérieur. C'est un petit peu inhabituel considérant qu'on va essayer de faire toujours un endroit qui est surélevé pour avoir un appui quand on va venir faire un virage. Donc quand on arrive avec beaucoup de vitesse, là, ça peut surprendre. C'est là l'importance de bien bouger avec son vélo. Donc dans le cas ici présent, de venir incliner son vélo vers l'intérieur pour augmenter l'adhérence des pneus, de toujours amener son corps là, dans la ligne du virage. Il faut aussi faire attention, hein, si on passe un peu plus au centre, vous voyez qu'il y a une petite bosse dans la roche. Le milieu a été rempli de terre. Donc, quand on tourne, si la roue avant perd momentanément la traction, bien, on sait assez vite qu'est-ce qui peut se passer. Puis, si vous arrivez avec un peu moins de vitesse, bien, il y a toujours l'option. Donc là, on est à l'envers du sentier, là, mais l'option plus à l'intérieur où on va border là, la portion la plus haute de la roche puis venir redescendre et regagner le sentier. Bref, on pourrait presque dire qu'il y a autant de façons d'aborder ce virage-là qu'il y a de cyclistes dans les sentiers. Encore une fois, à vous de voir qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Puis c'est un bel endroit pour mettre en pratique là, de bien bouger avec son vélo et de rester actif. Hey, super belle descente qu'on vient de faire dans la sabot de la Vierge. La capsule technique aujourd'hui, ça avait pour sujet de bien bouger avec son vélo, d'être actif dans le sentier. J'aimerais ça en conclusion juste vous rappeler de toujours être à l'écoute de vos sensations. Là aujourd'hui, vous le vivez peut-être pas, mais c'est une journée qui est quand même chaude. Puis des fois, en fin de sortie, on ressent un peu plus la fatigue. Puis j'en parlais tantôt, il ne faut pas s'endormir dans le sentier, mais il ne faut pas tomber non plus là, fatigué, un petit peu plus mou. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire des erreurs de pilotage et que le désastre peut survenir. Donc, il faut toujours être vraiment vigilant à l'écoute puis rester bien actif, bien réactif par rapport au sentier pour bien maîtriser les techniques qu'on a à appliquer par rapport aux portions et aux obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Aussi, j'aimerais dire que c'est important de toujours faire une reconnaissance du sentier avant de se lancer à pleine vitesse pour être sûr qu'on est bien en contrôle de ses capacités puis qu'on sait ce qui va s'en venir devant nous. Donc ça, c'est super important. Puis n'hésitez pas à moduler la vitesse. Hein. Vous pouvez franchir les obstacles et que ce soit un simple virage plus lentement une première fois, puis retourner pour un deuxième tour pour 2 fois plus de plaisir. Donc, avec ces petits conseils-là, je vous souhaite plusieurs belles sorties. Allez rouler, sortez dehors, faites-vous plaisir, puis on se revoit très bientôt. Salut Kevin, bienvenue à une nouvelle capsule mécanique et vélo. Toujours très heureux là, de partager ce moment-là avec toi. Thématique aujourd'hui, sujet qu'on va aborder avec beaucoup de courage, c'est-à-dire... Pression des pneus. Pression d'air dans les pneus. Oui. Et on va même aborder aussi la pression d'air dans les suspensions. Oui. On peut dire là, que ça va être un sujet sous pression. Exact, sous pression. Merci pour le support humoristique. Oui. Donc, pourquoi je dis avec beaucoup de courage, c'est qu'il y a tellement d'écoles de pensée, il y a tellement de façons de faire et il n'y a pas nécessairement là, de bonne ou de mauvaise façon, il y en a des plus optimales. Oui. C'est un petit peu vers ça qu'on aimerait guider les gens, si on veut, là, puis donner peut-être certains barèmes, certains conseils pour leur faciliter la tâche. Fait que, chose certaine, là, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération pour choisir la bonne pression d'air dans les pneus. Peut-être que la première chose, c'est nous, comme cyclistes, là, on n'a pas le choix de prendre le poids en considération. Ça va avoir une incidence. Je ne sais pas si tu confirmes ça. Un gars comme moi, 6 pieds, 180, 190 livres, en fait, c'est un plus gros gabarit, nécessite une plus grosse pression de pneus dans son vélo que une petite personne d'une centaine de livres que là, on va pouvoir rouler à plus basse pression. Puis je pense qu'on peut même aussi, des fois, les gens le négligent, mais ça peut faire une différence tout dépendant de ce qu'on transporte avec nous dans un sac à dos. Là. Des fois, on est quand même en mode léger, mais le sac peut vite peser un 10 livres, c'est assez rapide, 15 livres. Là. Fait que ça peut avoir une incidence là, sur la pression d'air dans les pneus.
Je pense aussi que le type de vélo qu'on a peut influencer à la hausse ou à la baisse. Je m'explique, là, tout dépendant si on roule sur un double suspension ou un simple suspension. Entre autres, dans la roue arrière, là, on peut jouer un peu avec la pression qu'on va y mettre. Exact. Souvent, avec un simple suspension, les gens vont essayer de diminuer leur pression d'air, en fait, dans la roue d'en arrière. Question de se créer une suspension, un peu. En fait, une zone de confort. C'est en plein ça. Contrairement à un double suspension, avec l'amortisseur arrière, dans le fond, notre confort est là, en fait. On est capable de rouler avec une pression un petit peu plus élevée dans le pneu dans l'arrière. Puis j'imagine qu'il ne faut pas non plus aller trop bas, dans le sens où on pourrait soit perdre de l'air là, en déjantant ou on risque de pincer là, le tube qui est à l'intérieur. Fait que même si on veut essayer de se donner un peu de confort, il y a une limite à respecter là-dedans. Là. Exact, c'est en plein ça. Parce que plus notre pneu est mou, oui, évidemment, la traction va être... en fait, on va avoir une meilleure traction avec un pneu plus mou. Par contre, avec un pneu plus mou, les risques de crevaison sont plus élevés. Comme tu dis, déjanté, souvent dans un virage qu'on va arriver à plus haute vitesse que notre pneu va pouvoir décoller de la jante. Ça peut arriver si notre pneu est trop mou, donc ça prend quand même une bonne pression considérable dans le pneu en arrière. Un élément qui, je crois, est important à prendre en considération, c'est le type de sentier dans lequel on roule. Que ce soit terre, sable, roche, beaucoup de racines, ça peut impacter là, la pression qu'on va choisir dans nos pneus. Oui, ou aussi les conditions, c'est-tu sec, y a-tu plu, c'est vraiment un autre facteur aussi qui fait une grosse différence sur le choix de la pression de nos pneus. Là. C'est vraiment génial. Depuis le début, on parle de plein de paramètres, mais on n'a toujours pas donné de chiffres. Définir une pression. Et sur le pneu, souvent, on va avoir les recommandations. On va avoir la pression maximale qu'on peut mettre, en fait. Là, je vous dirais souvent, cette pression-là est beaucoup trop élevée. Le pneu va être beaucoup trop dur, ça va être glissant. Puis même à l'inverse, on peut quasiment être sujet à faire des crevaisons parce qu'il est trop dur. En fait, règle générale, la pression des pneus, c'est souvent entre 20 et 30 PSI. Je vous dirais, un gars comme moi, 180 livres, 6 pieds, intermédiaire, qui roule dans des sentiers, là, vraiment plaisance, je vais rouler avec 22 PSI en avant, 22, 23 en avant, et je vais rouler à peu près avec 28 PSI en arrière. Plus de pression en arrière pour éviter de faire des crevaisons, 22, 23 en avant pour avoir une bonne traction. C'est ma recette miracle à moi. La mienne n'est pas nécessairement... Non, peut-être pas la meilleure, mais c'est mon choix à moi. Donc, qu'on se tourne dans ce style-là, ça donne quand même une bonne idée. Puis, je trouve ça intéressant aussi le fait que tu dises que la pression n'est pas nécessairement la même dans les deux pneus. On le figure quand même bien, même si on est dans une belle position neutre sur notre vélo puis qu'on est centré. N'empêche qu'il y a toujours un petit peu plus de poids à l'arrière. Exact. Puis, ça peut impliquer plus de déformation du pneu. Et bien sûr, on veut éviter les crevaisons, mais aussi avoir un maximum d'adhérence là, dans tout ça. Et c'est important, à tous les fois qu'on part en vélo de montagne, on gonfle nos pneus et c'est ce qui va faire que notre vélo va toujours se comporter de la même façon. Plutôt qu'un pneu trop dur, un pneu trop mou, on ne sera pas surpris. On va savoir que notre roue d'en avant va toujours réagir de la même façon si notre pression est vérifiée à chaque sortie. Maintenant qu'on a bien géré la pression d'air dans nos pneus, notre deuxième partie, c'est la pression d'air dans la suspension et l'amortisseur. Oui. Effectivement, j'en parle un petit peu. C'est un sujet qui est quand même assez intéressant, relativement souvent compliqué pour la plupart des gens. OK. Pourtant, c'est super facile. Quand on donne des petits trucs, là, les gens comprennent quand même très, très bien le fonctionnement. Il y a comme un réglage de base qui est important à faire, qu'on appelle le sag. Le sag, c'est la distance que nos suspensions vont caler uniquement avec le poids du cycliste en état immobile. Ça va mieux à deux. Il y a deux personnes, en fait. Il y en a un qui embarque sur le vélo, évidemment, le cycliste. Et la deuxième personne va tenir... exemple, on va faire l'exemple. Tu vas embarquer sur le vélo. Allons-y. Je t'invite à embarquer. Allons-y. Comme c'est ici. 2 pieds sur les pédales. Super important, on ne touche pas aux freins. On relâche les freins. On se lève debout. On va sautiller un petit peu sur les pédales, question de faire décoller les suspensions un peu. Sur vos suspensions, sur votre suspension dans l'avant, il va y avoir un petit O-ring que je vais descendre complètement en bas. Sur celui dans l'arrière, on va le relever complètement en haut. Ce qu'on veut aller chercher, en fait, c'est en étant en équilibre comme ça sur notre vélo, on veut que nos suspensions descendent de 25 % de la distance totale. Je vais t'inviter à t'asseoir doucement, sans mouvement brusque. Tu vas déposer tes pieds par terre et tu vas débarquer du vélo. Comme on peut voir, en fait, avec ton poids, notre suspension a descendu
d'environ un bon, je vous dirais 40 % de la distance totale de notre suspension en avant. Si on regarde en arrière, on dépasse ce 50 %. Ce qu'on va aller chercher pour un réglage de base, c'est 25 % de la distance totale que notre suspension peut caler. Donc, si tu vois comme moi, Jonathan, dans le fond, ta suspension est trop molle en avant et est beaucoup trop molle en arrière, donc on va ajouter de l'air. La partie importante, en fait, là, de faire le sag, c'est vraiment que notre vélo soit bien balancé. Quand on va frapper l'impact, on va frapper une roche avec notre roue d'en avant pour pas que tout notre poids se retrouve vers la roue d'en avant. On veut là, que le vélo travaille de façon égale. On veut pas avoir plus d'air en avant qu'en arrière. On veut que ça soit neutre et avoir un bon setup de base. Super. Puis là, de quelle façon tu parles d'ajouter de l'air, d'enlever de l'air? Est-ce que c'est aussi simple qu'avec les pneus? Est-ce qu'on peut juste, pendant la sortie, tu disais tout à l'heure que la valve était ici, je la dévisse, je pèse un petit peu dessus pour enlever de l'air? C'est une bonne question. Fonctionnerait-tu, ça? Ou... Non, ça prend toujours la pompe à suspension. Autant pour en mettre qu'en en retirer. On a un gros volume d'air dans la chambre à air de l'amortisseur en arrière. Si on appuie sur le petit spring valve, l'air va se retirer très rapidement. En fait, la pression est trop élevée. Là. On va avoir, là, dans notre suspension en arrière, souvent la pression qu'on va avoir, c'est notre poids en livres. Comme moi, 180 livres, je vais avoir à peu près un 180 PSI dans notre suspension en arrière. Et environ mon poids divisé en deux en avant. Donc, à peu près un 80-90 PSI en avant. Bien, c'est génial. Merci beaucoup, Kevin. Il reste juste à faire les derniers ajustements, puis on va pouvoir partir rouler en sentier et avoir les plus belles rides de notre vie. Cool.